dernière conférence de la journée, nous allons accueillir M. Daniel Rouleau, qui est un ingénieur forestier, détenteur d'un MBA, qui possède plus de 35 années d'expérience dans l'industrie forestière et également dans les secteurs connexes. Il dirige... Bon, là, je me suis mêlé dans mes papiers, je savais que ça arriverait une fois. Il dirige depuis 20 ans les services conseils KSH Solutions, une unité d'affaires de l'entreprise qui rassemble une équipe multidisciplinaire de consultants spécialisés dans l'industrie. À titre de consultant, Daniel intervient à l'échelle nationale et internationale sur des mandats de planification stratégique, d'optimisation d'actifs et de développement de projets, où il intègre habilement les opportunités technologiques et commerciales aux ressources d'une région ou d'une entreprise donnée. Daniel est reconnu pour sa vision mondiale de l'industrie et de son environnement d'affaires. Et ce, quand l'on part des approvisionnements en fibres à aller jusqu'au marché. Avant sa venue chez KSH, Daniel a dirigé pendant 10 ans les services stratégiques de HS Simons Limited, qu'on appelle aujourd'hui AMEC. Il a aussi œuvré chez Abitibi-Price ainsi qu'au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. Le titre de sa conférence est « Développer une vision pour l'avenir dans un monde incertain ». Merci. Bon après-midi. Je voudrais remercier l'Association de m'avoir invité à faire cette présentation-là. Lorsqu'on m'a contacté, on m'a demandé de parler de perspective internationale à cause de certaines expériences que j'ai et aussi de parler de vision d'avenir. On parlait d'arbitraire ce matin. Mon rôle depuis 30 ans, je fais du développement de projets industriels pour nos clients ici et un peu à l'international. Quand il y a de l'incertitude, on essaie de la réduire parce que si on n'est pas capable de planifier un projet sur lequel les paramètres peuvent donner une certaine certitude ou un modèle d'affaires qu'on peut préciser, il n'y aura pas d'investissement. Donc, ça fait partie toujours des défis. Et aujourd'hui, on connaît l'état de l'industrie, c'est pas facile. Alors, aujourd'hui, j'ai mis quelques éléments de présentation. D'abord, je présente quelques tendances et faits. Je présente quelques perspectives mondiales en termes de produits, marchés et ressources. J'ai mis quelque chose de coup d'œil sur le développement d'une opportunité parce qu'il y a quelques semaines, vous savez qu'on a annoncé un projet de 250 millions au Québec. Souvent, dans l'industrie, on cherche des solutions. Puis j'essaie juste de démontrer dans ce cadre-là, c'est quoi les paramètres qui ont changé qui ont fait que dans le marché nord-américain, il y a une opportunité comme ça qui s'est créée, ou pour d'autres aussi. Enfin, je vais parler de perspective régionale, parce que je suis certain que c'est ça qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on peut développer comme vision ou potentiel d'avenir dans la région du Québec? D'abord, quelques tendances et faits. Il y a diverses méga-tendances qui façonnent le monde. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Roland Berger, Strategy Consultant, qui est un consultant français. Il y a certaines de ces tendances-là qui sont directement interreliées avec l'industrie forestière. D'abord, pression sur les ressources, parce qu'on est une industrie de ressources. Deux, défi des changements climatiques. On parle souvent des aspects négatifs, mais il y a aussi un ensemble d'opportunités qui se prêtent à l'industrie forestière dans le cadre des changements climatiques. Et trois, les technologies et innovations dynamiques. C'est clair que quand on parle d'Internet, on sait ce que ça a conduit comme impact négatif sur l'industrie, mais aussi ça crée certaines opportunités parce qu'on parle aujourd'hui de commerce en ligne. Avec le commerce en ligne, il y a de l'emballage, donc il y a d'autres choses qui se manifestent. Alors, il y a un ensemble de défis à affronter. On parle de démographie, il y a une croissance de la population mondiale, donc ça ajoute. Les aliments, selon la FAO, c'est une hausse de 27 % d'ici 2030. Au niveau de l'eau, on parle d'une hausse de 53 % d'ici 2030. L'eau, c'est un problème dans plusieurs régions du monde. Textile, je l'ai mis pour là parce que 70 % des textiles, c'est fait à partir de polyester, sauf qu'il y a une portion maintenant qui est faite à partir de fibres de bois. Et l'énergie primaire, c'est un secteur important. On parle d'une croissance de 37 % d'ici 2040 selon l'Agence internationale de l'énergie. On parle de réchauffement climatique selon toutes les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, en incluant les énergies renouvelables, en incluant les pétroles, les biocarburants avancés dans l'heure économique. Il parle aujourd'hui d'une hausse encore des émissions de 20 %, puis ça conduira à une hausse de la température de 3,6 %, alors que la cible est de 2 %. Donc, il y a des défis majeurs en avant. Je viens de parler de pression sur les ressources. Quand on regarde l'évolution des commodités,
On a eu une pression très forte au cours des années 2000 jusqu'en 2008. D'un coup, boum, c'est tombé. Ça a remonté, puis là, on se rend compte qu'il y a une chute actuelle. Alors qu'on parle de pression, il y a un recul. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est surtout relié à l'évolution du dollar américain contre les échanges commerciaux. Le dollar américain est très fort actuellement. On voit que le dollar évolue en pointe, puis actuellement, il y a une interrelation entre les problèmes des économies émergentes auxquels font face et les dollars. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on... La seule bonne nouvelle, c'est que le dollar semble vouloir plafonner, donc actuellement, il y a un espoir que le prix des commodités se replace. C'est un tableau qui est en anglais, qui est préparé par McKinsey. Ça compare les secteurs, divers secteurs industriels en fonction de variables. L'intensité en recherche-développement, l'intensité en main-d'œuvre, l'intensité en capital, l'intensité en énergie et l'intensité commerciale, c'est-à-dire en échange commercial. L'industrie forestière est caractérisée par une intensité en capital, est caractérisée par une intensité en énergie et en ressources. Ressources, c'est-à-dire le bois, c'est matières premières, c'est énergie, c'est de l'eau. Donc, c'est une industrie qui s'intègre directement dans tout l'univers des changements climatiques ou des options. Sauf que l'industrie est aussi caractérisée par une faible intensité des échanges commerciaux et de la valeur des produits par rapport au poids. J'ai rencontré tantôt un journaliste, on mentionnait, on consomme 400 millions de tonnes de papier et carton dans le monde. Quand on regarde les échanges commerciaux entre les grandes régions du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient, le total des échanges, c'est 20 millions de tonnes. Donc, 20 millions sur 400 millions, c'est très faible. Mais en parallèle, quand on regarde les échanges commerciaux de fibres, quand je parle de fibres, je parle de papier rebut, je parle de pâte, je parle de copeaux et je parle de boiron. Les échanges, c'est 110 millions de tonnes. Donc, c'est presque 5 fois la quantité de... Donc, les produits sont fabriqués près de la source. Je faisais la même analyse il y a 15 ans. Les échanges de fibres, c'était 60 millions de tonnes. Donc, la pression sur la matière première pour aller vers la région déficit est en croissance. On parlait de changement climatique ce matin. Mon nom, André, est plus maigre que le tien, c'est juste. Mais en gros... Mais c'est dommage. Je ne veux pas rire parce que c'est dommage. Mais les efforts alliés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à mon point de vue, vont s'accélérer. Actuellement, on sent de plus en plus une intervention accrue de divers leaders, organismes. On parlait d'Obama ce matin. Il y a eu une entente l'an passé entre les États-Unis et la Chine. Récemment, il vient d'avoir l'American Business Act on Climate Pledge. Il y a 80 entreprises américaines qui ont signé une entente parce qu'ils veulent les industriels veulent des changements. Ils veulent surtout avoir un univers un peu plus certain à l'issue du sommet qui s'en vient à Paris, parce que la pire problématique pour un industriel, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer au niveau réglementaire. Et la Chine elle-même, la Chine a un profil très bas. Mais c'est une région qui, parce qu'il y a des problèmes environnementaux sérieux, ils s'en viennent avec un système de plafonnement et de change en 2017. C'est le chef de file en plantation mondialement. Ils sont à 79 millions d'hectares plantés. C'est à peu près 40 millions il y a 20 ans. C'est un chef de file en énergie renouvelable, en hydro, en éolien solaire. C'est un exportateur de technologie solaire aujourd'hui avec la Corée. Et de plus en plus, aujourd'hui, quand on fait de l'analyse financière de projets d'investissement, le risque carbone est intégré dans la modélisation financière. Donc, les entreprises le font de plus en plus pour être sûres que leurs modèles financiers sont plus précis. Et le sommet de Paris qui arrive en novembre 2015, on verra ce que ça donne, mais on sent actuellement une mouvance mondiale que j'ai rarement vue dans le passé par rapport à un sommet similaire à cause de la présence des industriels. En Europe, les pétrolières veulent participer. Aux États-Unis, ils se sont montrés plus réticents, mais on sent j'ai vu des commentaires d'oligarques en Russie sur la même dynamique, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Quelques perspectives mondiales. Ça a l'air simpliste, mais c'est la grille d'analyse que j'utilise quand je regarde une structure. Et il y a des ressources, il y a des marchés, il y a de la concurrence, des technologies, il y a des produits. Mais la structure manufacturière, c'est un résultat. Puis quand on regarde l'industrie du Québec, on sait qu'on avait une industrie de papier journal parce qu'à l'époque, on avait des ressources hydrauliques, des ressources forestières, on avait un marché à proximité, on a installé du papier journal, il n'y avait aucun problème avec ça, mais on connaît la rupture qu'il y a eu
avec l'Internet. L'autre dynamique, c'est qu'on avait l'industrie du siège qui s'est développée surtout dans les années 90, quand on a réduit les approvisionnements en bois sur la côte ouest américaine, côte ouest canadienne. Ça a amené une opportunité au Québec. On l'a pris dans l'Est et dans le Sud. Je pourrais faire l'analogie avec l'industrie du Sud des États-Unis. Pourquoi l'industrie du carton est à peu près toute localisée, à base de fibres vierges, toute localisée dans le Sud des États-Unis parce qu'ils ont du pain. C'est la meilleure fibre pour faire du carton. Et un autre type de produit qui est à 90 % de la production mondiale est localisée dans le Sud, c'est ce qu'on appelle des pâtes à bourse. C'est la pâte utilisée dans les couches pour bébés, les produits d'incontinence. 90 % est localisé là parce que c'est la meilleure fibre pour faire ça. C'est un des éléments de choses. On va parler du Brésil. Le Brésil, c'est le principal producteur de pâtes commerciales maintenant dans le monde. Il n'y avait pas d'eucalyptus à l'origine. Sauf qu'il y avait des sols, il y avait un climat qui permettait de produire cette espèce-là de façon unique. Aujourd'hui, ils ont un rendement moyen de 40 mètres cubes à l'hectare. Mais ce qui était un peu ironique, c'est que ce n'est pas l'industrie des pâtes et papiers qui a introduit l'eucalyptus au Brésil, c'est l'industrie de l'acier. Parce qu'il n'y avait pas de charbon au Brésil. Dans le minage Gerais, c'est un gros producteur d'acier. Ils utilisent à peu près 25 millions de mètres cubes d'eucalyptus pour produire leur charbon de bois qui est utilisé en production d'acier. Donc, c'est ça. Si on veut regarder vers le futur, c'est toutes ces dynamiques-là qui jouent. Produits et marchés. Évidemment, la demande mondiale de papier et carton, on parle d'une croissance aujourd'hui de 1,8 %. C'est faible. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de 2,5 et il y a une réduction mondiale. Mais même cette croissance-là, aujourd'hui, on est à 400 millions de tonnes, on parle de presque 550 millions. Donc, à peu près 125 millions de tonnes de plus sur un horizon de 15 ans à l'échelle mondiale. Donc, il y a une croissance. Mais cette croissance-là, elle se fait dans les pays émergents, surtout en Asie. Puis, elle se fait surtout pour des produits d'emballage et des produits pour fins hygiéniques. C'est les autres papiers, on est en décroissance. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. On était à 100 millions de tonnes de consommation de papier et carton en 2000. On a perdu à peu près 25 millions de tonnes. Sauf qu'on peut voir que maintenant, la chute semble régresser. Pourquoi? Ici, j'ai fait transférer les mêmes données, mais avec un indice en 1995, où je fais évoluer les produits selon leur croissance. On voit que ce produit-là continue de façon continuelle. C'est le papier tissu, papier hygiénique, parce que ça va avec la croissance de la population. 1 % de croissance, c'est à peu près la croissance que vous allez avoir dans ce secteur-là. Mais ce n'est pas un produit qui répond à des contraintes économiques, donc il est stable. On parlait de carton tantôt comme étant une source d'avenir, sauf quand on regarde le carton, on peut voir que pendant 10 ans, tous les produits ont vécu des difficultés. Sauf qu'aujourd'hui, on sent que pour le carton-caisse, il y a un rebond. Les cartons plats, un petit rebond. Les autres papiers d'emballage mitigés, puis les papiers journal terribles, puis les papiers impression-écriture, c'est en chute. Donc, on peut voir ce qui sont les pistes d'avenir pour l'industrie nord-américaine. C'est le siège et le panneau. À gauche, c'est l'industrie du siège au Québec et l'industrie du panneau. On peut voir que notre industrie a pris ça difficile. C'est l'industrie nord-américaine. Évidemment, c'est un choc, sauf qu'aujourd'hui, actuellement, le démarrage de la construction domiciliaire est en hausse. On est revenu à peu près à moins 1,2 million d'unités de construction. Et on s'en va vers la moyenne à long terme qui est à peu près 1,4. Donc, il y a un rebond vers le futur. La seule chose, c'est que c'est une croissance lente dans le siège aussi. Pour une raison, c'est que ça va aussi avec la population en partie, qui est une croissance à peu près d'1 % à l'échelle nord-américaine. L'industrie du panneau a vécu ça difficilement aussi. Mais le bon côté, il vient d'avoir une annonce d'une nouvelle usine de panneaux de particules dans le Michigan il y a quelques semaines. C'est 350 millions, 750 000 mètres cubes. Donc, il y a un renouveau ou de l'espoir qui se présente. Quand on regarde à l'échelle mondiale, l'industrie du siège, c'est pas le siège dans le mondial, c'est pas la même chose. Depuis le début des années 90, ça continue à régresser. Ça a commencé à remonter vers l'an 2000. Pourquoi? C'est la Chine. C'est la demande de la Chine qui a fait tourner un peu la demande de siège. Ailleurs dans le monde, c'est à peu près en régression. C'est le panneau qui est en forte croissance dans certaines régions, particulièrement toute l'Asie, l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, et aussi la Russie, la demande de panneaux. C'est du panneau industriel surtout. C'est ça qui remplace finalement le bois solide. Ça, on parle de bioénergie. C'est un autre secteur qui est d'intérêt quand on parle maintenant de tout ce qui est changement climatique. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit que... Encore, pas le bon bouton.
qui prévoit que la demande d'énergie renouvelable va passer de 21 à 33 la bioénergie de 9 à 13 Sauf que ces chiffres-là, c'est juste des chiffres qui sont lancés. C'est difficile de prévoir. Ça va être fonction des règles que les divers gouvernements vont se donner pour le futur. Biocarburant, on parle d'1,3 million de barils équivalent pétrole à 4,6. Mais il y a une chose qu'il faut retenir qui est particulière, c'est que c'est évidemment le secteur de la bioénergie est subventionné. En 2013, ça a été 121 milliards de dollars. Sauf que pendant la même année, les subsides donnés aux énergies fossiles, parce qu'il y a bien des gouvernements dans le monde qui subventionnent l'énergie fossile pour aider leur population à avoir accès à l'énergie, ça a été 550 milliards dans la même année. Donc, quand on parle de l'équilibre, actuellement, l'Indonésie est en train de réviser ses politiques. L'Égypte n'a pas le même problème. L'Arabie saoudite, c'est des pays qui révisent un peu cette dynamique-là. Mais une chose qu'il faut retenir dans la bioénergie, c'est que la bioénergie demande la terre pour pouvoir produire. Quand on parle si on veut produire 2700 mégawatts d'énergie, avec, par exemple, l'éthanol à base de maïs, ça prend 5 millions d'hectares. Les centrales à biomasse, 675. L'éolien, un peu moins de 225. Solaire, meilleur. Évidemment, c'est bon avec le pétrole et le gaz naturel, mais le plus efficace, c'est la centrale nucléaire en termes de puissance. Évidemment, je pense que l'énergie nucléaire va demeurer une option. On le voit d'ailleurs, au Royaume-Uni, ils sont en train, la Turquie, l'Iran, on connaît le débat, la Chine, même le Japon recommence à penser, parce que c'est une énergie. Il reste que c'est une énergie qui n'a pas d'émissions, avec certains problèmes. Mais une autre dynamique qu'on a vue récemment, je pense que toutes ces forecasts-là, c'est une chose. On a pu voir le problème avec Volkswagen, qui est incapable de rencontrer les limites d'émissions. Volkswagen, ce qu'ils ont annoncé récemment, c'est qu'ils vont se focusser sur l'électrification de leurs véhicules. Donc, ça peut changer beaucoup la donne aussi dans le futur. Ça, c'est un univers biomatériaux, bioproduits chimiques. J'ai mis cette slide-là, cette figure-là à droite pour montrer que c'est compliqué. Elle est en anglais, puis vous ne la voyez pas beaucoup. Mais il y a énormément, premièrement, de matières premières de départ, le bois, les sucres, qui peuvent converger vers une foule de produits. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités là-dedans. Il y a plein de choses qui sont à l'échelle pilote. Il y en a d'autres qui sont en place. Mais c'est un secteur qui a besoin de politique, stabilité des politiques d'État. Puis ça, c'est un problème qui a besoin d'être adressé parce que ça met un frein sur les investissements. Puis l'autre grosse dynamique, c'est quand on regarde des projets, l'évaluation des marchés est excessivement difficile. Mais puis ce secteur-là, biomatériaux et bioproduits chimiques, ne retient pas la même attention pour les subventions que le domaine de la bioénergie. Bioéconomie, c'est un environnement d'affaires complexe. On parle, par exemple, de notre industrie qu'on connaît, le sillage ou les pâtes et papiers. C'est la consolidation à travers les années qui a permis d'améliorer des fois un peu la situation. Quand c'est trop fragmenté, c'est difficile de contrôler les prix, contrôler la capacité, etc. Mais quand on regarde, premièrement, les intrants qui peuvent rentrer, le bois, paille, culture énergétique, amidon, sucre, c'est très vaste. C'est maintenant une variété d'acteurs, certains qui se marient ensemble, l'industrie forestière, l'industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, automobile, aéronautique, puis une variété de plateformes technologiques. L'industrie forestière, il y a des projets qui sont regardés, qu'on connaît par certains industriels. L'industrie européenne, les industriels européens sont un peu plus ouverts à certains UPM, Sodra. Ils regardent biocarburants, ils regardent toutes sortes d'autres produits. L'industrie aéronautique, je regardais avant hier, c'est Boeing qui travaille sur plusieurs projets, dont un en Afrique du Sud à partir de tabac. Il y a plein de choses qui peuvent se développer, mais ça reste un univers très complexe, très fragmenté, avec des intervenants très variés. Et voilà, l'industrie chimique, INEOS, DuPont, c'est des deux gros joueurs qui se positionnent dans les biocarburants. Shell, ça a été une des premières entreprises à s'intéresser aux biocarburants. Et actuellement, on a travaillé pour eux pour un projet Kyogen en Saskatchewan. Finalement, ils l'ont mis sur la tablette pour des raisons d'économique. Aujourd'hui, ils sont allés investir avec Ryzen, avec Cosan dans Ryzen au Brésil, où ils font l'éthanol à partir de canne à sucre. Ils viennent d'introduire la technologie d'hydrogène dans leur procédé pour traiter la bagasse qui est le résidu du procédé. Ressources, 7,8 de superficie mondiale maintenant est constituée de forêts plantées. Puis cette superficie-là peut supporter les 2/3 de la demande mondiale de bois industriel. La superficie en plantation est en croissance continuelle, excepté sur l'horizon 2010-2005, la croissance annuelle, ça a été à peu près 2,5 millions d'hectares par année, alors que les 10 années précédentes, c'était autour de 5 millions d'hectares. Donc, la problématique économique mondiale a un impact sur les plantations. Mais
Le Brésil, actuellement, récolte 182 millions en 2012 avec 6,7 millions d'hectares. Et puis, sur la même superficie, il pourrait sortir 270 millions de mètres cubes. Juste en comparaison, les États-Unis, en la même année, ils ont récolté 92 millions de mètres cubes. Ils ont 25 millions avec 304 millions d'hectares, puis le Canada, 148 avec 310. La production de boiron industriel en 2013, mondialement, c'était 1,7 milliard de mètres cubes. Avec ce volume-là, le Brésil représente à peu près 10 %. De plus en plus, c'est les plantations qui en sont la source de boiron industriel majoritairement. Forêt versus agriculture, à mon point de vue, c'est les besoins additionnels en biomasse dans le futur. Ils vont être surtout comblés par de l'agriculture. La raison, c'est que il y a plusieurs raisons. C'est que la notion de productivité, il y a la notion d'accessibilité, il y a la notion de plutôt monoespèce. De plus en plus, c'est l'agriculture qui va... Quand on parle de plantation à croissance rapide, un peu partout ce qu'on parle de plantation, c'est des rotations de 5 à 7 ans. C'est de l'agriculture, ce n'est pas des horizons de 100 ans. Ce qui fait que c'est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus gérable. Les forêts naturelles, ça ne veut pas dire qu'ils ne participent pas au développement économique, au développement industriel, sauf qu'ils vont être de plus en plus valorisés pour les services écosystémiques, carbone, sol et eau, etc. Hier, je mentionnais à mes collègues lors du souper, j'ai travaillé en Thaïlande à quelques reprises. La Thaïlande, c'est un pays qui a à peu près 50 millions d'hectares de superficie. Le nord de la Thaïlande, c'est une grande cuvette entourée de montagnes. Les rivières coulent vers Bangkok. Et la superficie forestière sur 50 millions d'hectares était de 28 millions d'hectares en 1960. Et en 1980, la superficie était réduite à 13 millions d'hectares, et plus que la moitié de la superficie forestière qui avait été exploitée. En 88, ils ont eu des inondations terribles. Et en 89, ils ont passé une loi pour bannir l'exploitation forestière dans les forêts naturelles qui est toujours en vigueur. Ils ont eu d'autres inondations en 1995, je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2011, il y a eu encore un désastre terrible. Puis un désastre qui a été évalué à 45 milliards de dommages en termes d'impact économique. C'est pour montrer que la forêt a un rôle important. Dynamique des approvisionnements en bois, ça vient de Green Resources, évidemment. Green Resources, c'est une compagnie norvégienne qui fait de la plantation actuellement en Afrique de l'Est. Et de toute façon, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est nos forêts, les forêts de l'Ouest. Ils participeront à un accroissement de la production forestière dans le futur. Je suis pas mal d'accord avec ça. Le sud des États-Unis, actuellement, il y a un surplus de à peu près 75 millions de mètres cubes de résineux, 75 millions de mètres cubes de feuillus et 150 millions de mètres cubes de bois. Le sud peut développer encore beaucoup son industrie forestière. Quand le Venezuela, il y a à peu près 500 000 hectares de plantation, c'est du pin de Caraïbes. Il y a un projet d'usine de papier qui est en train de s'installer au Venezuela. Et Brésil, Uruguay, Argentine, c'est des plantations. Il y a eu un moment de plantation. Ce n'est pas nécessairement... c'est que avec le rendement, c'est très, très fort. Excepté au Brésil, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de développer des plantations pour diverses raisons. À l'origine, ils plantaient toujours le long de l'océan pour pouvoir expédier. Maintenant, ils ont monté dans le nord, ils sont dans le Pio, Maranhão. Il y a Mato Grosso do Sul, qui est à peu près 1000 km à l'intérieur des terres. Puis dans le sud, ils sont descendus, il y a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, puis maintenant, ils ont développé l'Uruguay qui s'est développé. L'Argentine est un peu pris entre les deux, puis ils ont encore des surplus, sauf qu'ils ont de la misère à intéresser les joueurs industriels. On se rend compte aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile. Les usines, on sont à 1,5 million de tonnes, on s'en va vers 2 millions de tonnes pour la pâte. Puis pour pouvoir assumer un volume comme ça prend 200 000 hectares plantés. Puis quand tu veux annoncer un projet, tu ne peux pas commencer à annoncer le projet et acheter des terres après. C'est de plus en plus. Avant, les Brésiliens contrôlaient presque à 100 leurs approvisionnements en bois. Aujourd'hui, ils vont beaucoup plus vers des tierces parties ou des producteurs qui ont des propriétés et qui prennent des sous-contrats pour s'approvisionner. Il va y avoir un ralentissement. C'est la compétition pour la canne à sucre, les orangers, c'est excessivement le bétail, parce que c'est des gros producteurs de bétail. Donc, c'est de plus en plus difficile. La Russie, c'est le grenier de ressources. Il y a un potentiel forestier qui est estimé à peu près 500 millions de mètres cubes. La récolte est à peu près 180 millions de mètres cubes. On a travaillé beaucoup en Russie en 2006-2009. À l'époque, la Russie exportait 50 millions de mètres cubes de bois-rond, puis le président a décidé de mettre une taxe à l'exportation pour favoriser le développement à l'interne.
Ça ne s'est pas produit. Aujourd'hui, ils exportent à peu près 18 millions de mètres cubes. Mais le problème en Russie, il y a de diverses natures. Infrastructure, premièrement, 85 du transport se fait par chemin de fer. Ils n'ont pas de réseau routier dans les forêts, c'est des forêts vierges, souvent, surtout à l'est. Et ils n'ont pas de culture de construction de chemin. Puis quand on parle de mettre en place une usine qui est à la fine pointe technologique, les volumes requis, ça demande des efforts excessifs. Et c'est une panoplie de diversité de bois. Le problème un peu des forêts naturelles, c'est qu'on a plusieurs espèces, il faut composer avec des diverses espèces. À l'est, ils ont beaucoup de pins, mais il y a le mélèze. Plus qu'on va à l'est, plus le pourcentage de mélèze, c'est pas là on était dans un territoire qui était 30, puis il y a des places, ça va être dominant. Le mélèze, ce n'est pas une bonne espèce pour la pâte à papier. C'est bon dans certaines spécialités pour les produits du bois ou dans certains contreplaqués. Mais c'est quand on essaie de composer avec toutes ces espèces-là, ça devient très, très compliqué. Il n'y a aucun projet de pâte qui est allé de l'avant dans tout ce qui a été étudié, ou même le projet. Excepté les projets d'investissement qu'il y a eu en Russie, c'était dans des usines qui étaient déjà existantes où on a fait une certaine expansion, des fois en fermant des vieux îlots. L'Afrique, c'est Tanzanie, Mozambique, Tanzanie, l'Angola, c'est des secteurs qui sont développés actuellement en plantation. Évidemment, la Tanzanie et la Mozambique sont bien placés pour exporter vers l'Asie. L'Océanie et la Nouvelle-Zélande, c'est des exportateurs de bois. Il y a beaucoup de plantations. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, excepté qu'ils exportent. Il y a tout le projet de développement depuis 30 ans en Australie sont morts. C'est très environnemental. La principale source de fibres au développement actuellement, c'est l'Indonésie, l'île de Sumatra et l'île de Bornéo. Il y a des projets sur l'île de Bornéo, Sumatra. C'est une des bonnes, parce que c'est des forêts publiques. Tu peux négocier des approvisionnements de 50 ans avec le gouvernement. Et, évidemment, on dit controversé parce que souvent, c'est de la conversion de forêts naturelles qui a été dégradée avec les années en plantation d'acacia. Évidemment, on peut critiquer, sauf que moi, ce que j'ai vu, c'était fait avec certaines règles de l'art. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas tout le monde qui va être du même avis que moi. Mais le déficit, c'est évidemment l'Asie, c'est le gros déficit. La Chine, le gros déficit de fibres, incroyable. La Thaïlande, c'est un producteur. Il y a le Vietnam aussi qui sont des producteurs de bois. Le Vietnam exporte 8 millions de tonnes vers la Chine et le Japon. Mais ça reste une région déficitaire en fibres. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de 122 millions, là, ça va vers cette région-là. On parlait de superficie forestière, les terres. La superficie totale mondiale, c'est 13 milliards d'hectares. Il y en a une grande partie qui est désertique, montagne, les villes, les chemins. 4 milliards, c'est de la forêt, puis presque 5 milliards des terres agricoles. Mais les terres agricoles se décomposent entre prairies et pâturages, puis en terres cultivées. Maintenant, André disait qu'il n'y avait pas de réduction, ce qui se produit. Les terres forestières, je vais en parler, on perd de 170 millions de tonnes. Il y a eu 169 millions qui ont disparu au cours des 25 dernières années. C'est surtout dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire Amazonie, Congo et Indonésie. Et les pâturages réduisent aussi, c'est les terres cultivées qui augmentent. Mais quand on parle de la bioéconomie, de plus en plus, ça va reposer sur cette partie-là. Évidemment, c'est là qu'il y a une pression qui s'exerce. Quand je parlais tout à l'heure du prix des commodités qui baisse, ça, c'est l'évolution du prix des terres pour acquérir des terres en Amérique latine. C'est autour de 500 $ l'hectare. On est rendu à 4 000 $ l'hectare. Et donc, ils ont des bons rendements, sauf que ça coûte cher pour installer des nouvelles plantations. Puis de plus en plus, peut-être moins prisé, mais il y a la notion de land grabbing qui se produit. Les Chinois, les Indiens vont acheter beaucoup de terres aux Indes, pas aux Indes, en Afrique, pour sécuriser leur approvisionnement futur en matière. Maintenant, si je parle du coup d'œil sur le développement d'une opportunité que j'ai parlé du carton-caisse. La demande de carton, comme je disais, a été très difficile au cours des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le déficit américain. Le déficit américain, évidemment, en achetant les produits à l'étranger, les boîtes viennent avec les produits. Donc, le secteur manufacturier américain a souffert. Et pour l'instant, on sent une reprise pour le marché domestique, 1,2 % par année. Le marché à l'export, 1,3 %. Pourquoi le marché à l'export est si bon? Le carton-caisse produit en Amérique est à 70 % composé de fibres vierges. La moyenne mondiale, c'est 27 %. C'est le carton doublure, le Kraft qui est produit, qui était exporté, qui est demandé sur les marchés d'exportation. Ça veut dire, mais il reste que le futur est un peu meilleur. Mais on parle pas d'une très forte croissance. Sauf que dans les années 2000, pour améliorer ce statut,
les producteurs ont fermé 50 machines, puis il y avait 8,4 millions de tonnes qui sont sorties du marché. Pourquoi le secteur manufacturier américain s'améliore? Il y a une raison, c'est que l'énergie industrielle aux États-Unis est très, très compétitive par rapport au Japon, à la Chine, à l'Union européenne. Puis même les prévisions pour 2030, les Américains vont rester très, très compétitifs. L'autre dynamique, c'est dans les années 80-90, les Américains ont exporté la fabrication en Chine, au Vietnam, dans le meuble, dans les produits électroniques. Aujourd'hui, d'aller faire de l'importation vers la Chine, c'est que les coûts de production en Chine, les salaires augmentent. Si vous mettez en plus les frais de logistique, c'est que produire en Chine ou produire aux États-Unis, ça revient à peu près au même coût. Puis évidemment, au Mexique ou l'Inde, c'est aussi la même chose. Ce qu'on assiste actuellement, c'est ce qu'on appelle en anglais de l'onshoring, c'est-à-dire le manufacturier revient en Amérique. Une autre dynamique, on parle de volume, mais l'autre dynamique qui a justifié certains brevets, dont celui de Trois-Rivières, c'est que le grammage des boîtes en carton de gelée, dans le passé, c'était toujours autour de 660-680 grammes. Il y a une tendance à la baisse depuis les années 2000, puis on prévoit encore à la baisse, mais on est encore 20 plus élevé que l'Europe. Les raisons pour ça, c'est que l'équipement nord-américain, les machines nord-américaines sont vieilles. Ils sont de bonne capacité, sauf qu'ils ont plus de 40 ans en moyen, et l'âge technique, avec les améliorations qu'on a apportées, on dit 28 ans. Avec les machines nord-américaines, ils sont faites avec une technologie qui ne permet pas d'opérer à haute vitesse. Si tu veux aller quand ils vont vers des bas grammages, ils ne sont pas capables d'avoir la production qu'ils veulent. Évidemment, il y a une perte monétaire. Donc, ils sont pris avec ça. Le beau côté avec certaines machines de papier journal ou papier impression-écriture, c'est des machines qui ont été faites d'abord pour faire des bas grammages, des machines qui étaient faites pour 45-48 grammes, faites avec une formation de feuilles qu'on appelle des gap formers en anglais, qui permet d'opérer à haute vitesse. Et donc, c'est des machines qui se prêtent, sauf quand on s'en va vers du carton, en général, on va partir de 90 grammes à 450 grammes. Et dans le passé, le benchmark, c'était à peu près 210 grammes. Mais aujourd'hui, avec une conversion, c'est des machines qui se prêtent très bien pour aller de 90 à 160 grammes. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour ce type de machine-là. Puis, il y en a plusieurs qui ont été transformées. L'autre dynamique, c'est que le carton, ça se transforme dans une transformation secondaire. Donc, ça s'en va vers un atelier de fabrication de boîtes. Dans ces ateliers-là, il y a des onduleuses. Évidemment, ce n'est pas un atelier de transformation secondaire, ce n'est pas aussi intensif en capital, c'est beaucoup moins. Alors, ces ateliers-là sont modernisés de façon beaucoup plus rapide. Les onduleuses, aujourd'hui, ils ont 98 pouces. Et les plus populaires aujourd'hui, c'est 110 pouces. Donc, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des machines qui peuvent avoir si on va des machines qui ont l'argent pour faire des 3 rouleaux, des mariages de 87, 98, 110 pouces, ou à 2 rouleaux, 87, 98, 110 pouces. Les machines nord-américaines actuellement qui peuvent rencontrer ça, c'est les machines en rouge. Il y a la plupart des machines, en anglais, on dit, ils ne triment pas. Ça veut dire que quand une machine n'a pas la bonne largeur, c'est qu'il y a des bouts de rouleau tout le temps, puis il y a une perte monétaire associée à ça. Puis il y a certaines machines de papier journal ou de papier impression-écriture qui sont à 300-310 pouces, qui fit très bien actuellement pour ce genre de rouleau-là, puis Trois-Rivières en est un. Maintenant, une autre dynamique, c'est toute la capacité de carton de doublure, elle se fait dans le sud. Alors que le centre-ouest est un gros producteur de boîtes. 30 de la production de boîtes se fait dans le nord. Ici, au Canada, 10 à peu près 15 dans le nord-est. Il n'y a absolument pas de carton de doublure, à peu près pas dans le centre-nord, pas beaucoup. On est en déficit partout, dans l'ouest pareil. Ce qui fait qu'il y a un gros déficit dans le nord de carton doublure actuellement. La raison, c'était toujours été basé sur la fibre vierge dans le sud. Mais ce qui se produit, c'est que aujourd'hui, dans le carton, on utilise beaucoup ce qu'on appelle en anglais de l'OCC, c'est des vieux cartons de gelée. L'Amérique exporte un surplus de 8-9 millions de tonnes de vieux cartons de gelée. La distribution de ces cartons-là, il y en a à l'ouest, il y en a dans le nord, il y a des surplus partout. Dans le sud, il y en a un petit peu, mais c'est un peu plus. Donc, ça crée une opportunité. En plus, on a des machines disponibles, on a du carton, on a une production de boîtes dans le nord, puis on a de la fibre pour le faire. Donc, ça a conduit récemment, au cours des 2-3 dernières années, à de la nouvelle capacité de Trois-Rivières qui vient d'être annoncée. Atlantic Packaging, qui a converti sa machine de papier journal à Whitby, Ontario,
au carton en 2013, et qu'à partir de 2013, la machine de la cascade Morampac à Niagara Falls, qui est une machine neuve, qui n'est pas une conversion, qui est partie en 2013. Pratt, qui a installé une machine en Indiana, à Valparaiso, qui vient de démarrer il y a quelques semaines. Puis il y a une machine ici de carton à Chicago, à Alcip, qui est en train d'être convertie au carton cannelure. C'est pour montrer, c'est ça. Vous me dites pourquoi il n'y en a pas à l'ouest? À l'ouest, il y a il y a certaines machines qui pourraient se prêter. Le problème de l'ouest, c'est que la demande de vieux cartons vers l'Asie, elle vient surtout de l'Ouest, puis il y a une pression sur les prix. Les vieux cartons coûtent beaucoup plus cher. Puis l'autre dynamique, c'est l'eau. À l'Ouest, c'est la production de carton ou de papier demande de l'eau, puis à l'Ouest, c'est beaucoup plus difficile. Perspective régionale, je suis convaincu que ça va vous intéresser beaucoup plus, mais ici, c'est l'évolution de la première transformation ici au Québec. Pâte expédiée, papier journal, papier impression écriture, c'est l'évolution de la capacité à travers les années de 1980 à 2015. On peut voir que les papiers impression écriture puis les papiers journal, tout ce qui est à base de pâte mécanique a touché ça, a vécu ça difficile. Papier impression écriture, c'est un peu plus stable, c'est une usine, c'est Windsor. Papier tissu, il y a toujours un petit peu. Puis les cartons, on a récemment fermé certaines machines, donc ça a été touché. Le bois d'œuvre, il y a un rebond, mais on est loin de ce qu'on a connu en 2005. Panneau USB, on a perdu, actuellement ça se maintient, puis panneau industriel. Donc, on a une structure qui est allée en décroissance depuis ce temps-là. C'est difficile. Mais je vais juste faire une analogie. Moi, quand j'ai joint l'ingénierie, à une firme d'ingénieur en 1988, à Montréal, il y avait 2000 personnes qui gravitaient dans les firmes d'ingénierie spécialisées dans l'industrie. Aujourd'hui, nous autres, on est 150 à Montréal. Puis il y a un autre compétiteur à peu près 35-40. Donc, je veux vous montrer que ce n'est pas juste la fabrication, c'est toute la chaîne de valeur qui est touchée. Maintenant, je reviens à ma petite grille. Vous parlez où l'industrie peut évoluer vers le futur. Bien, il faut toujours regarder ce qu'on a comme ressources. On a encore des actifs ici. On a une base d'actifs qu'on ne peut pas ignorer. Ces actifs sont là. Ils ont des approvisionnements. Qu'est-ce qui reste comme marché? Est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent améliorer notre sort? Puis c'est qui la concurrence? Quoi qu'il advienne, si on veut transformer ou donner une vision pour l'avenir, c'est toujours basé sur la recherche d'avantages concurrentiels qui peuvent être durables avec des modèles d'affaires stables. Parce que si on n'a pas ça, il n'y aura pas d'investissement. C'est critique, mais c'est comme ça. Maintenant, il y a une autre dynamique, c'est que je vais parler tout à l'heure d'opportunités qui se présentaient. Mais quand on regarde la forêt, on parle souvent de volume de mètres cubes. Mais il y a des caractéristiques qu'on recherche selon les produits qui évoluent. Traditionnellement, il y avait certaines caractéristiques qu'on regardait. Aujourd'hui, il y a d'autres caractéristiques pour d'autres produits qu'on peut être susceptible d'être intéressé. Quand on parle de sciage, ce qui nous intéresse, c'est le diamètre et la qualité des billes. Le sciage, c'est linéaire dans une série. Plus que ton diamètre est gros, meilleur que va être ta production en bout de ligne. Mais ce qu'on cherche de toute façon du sciage, c'est propriété mécanique. Dans les espèces résineuses qu'on a, sont reconnues pour de bonnes propriétés, surtout l'épinatoire. On a certains challenges, mais c'est les caractéristiques qu'on cherche et qu'on va encore chercher demain. Les pâtes d'IVP, ce qu'on cherche, c'est toujours la notion, la morphologie des fibres. C'est le diamètre, la longueur, l'épaisseur de parois cellulaires. Tout à l'heure, je parlais de ce qu'on pouvait faire avec nos fibres ici au Québec, c'était des papiers impression-écriture ou des pâtes Kraft de résineux qui ont des bonnes propriétés en élongation. Quand on va vers le sud, on regarde les pins, ça donne du bouffin, c'est de la force en déchirure, de la force en éclatement. C'est d'autres caractéristiques. Mais quand on parle de pâte à dissoudre, je parlais à quelqu'un de l'usine de Tursault, quand on a une usine de pâte à dissoudre pour faire de la rayonne, c'est qu'on cherche le pourcentage de cellulose dans le fibre. Mais quand on va vers la biochimie, on cherche autre chose, c'est le pourcentage de cellulose, d'hémicellulose, parce que les sucres sont dérivés de ces composants-là. Et la lignine, il n'y a aucun sucre dans la lignine, donc c'est une matière qu'il faut que tu trouves les solutions avec. La thermochimie, ce qui nous intéresse, la thermochimie, c'est la gazéification, la pyrolyse, c'est la valeur calorifique. La valeur calorifique est toujours reliée au carbone, hydrogène, oxygène, l'humidité, densité. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Maintenant, je regarde la composition chimique de divers matériels. C'est des moyennes parce que ça varie beaucoup, mais ça donne une idée des diverses espèces. Les résineux, cellulose, un peu d'hémicellulose, beaucoup de lignine. 30-35 de lignine, ça varie. Quand on regarde les feuillus, c'est un peu plus de cellulose en général que les résineux, beaucoup plus d'hémicellulose, moins de lignine. Quand on regarde les plantes annuelles, ça ressemble beaucoup plus aux feuillus. Un peu moins de cellulose, beaucoup d'hémicellulose, très peu de lignine. Il y a beaucoup d'autres matières, il y a
il y a de la silice, il y a des protéines, il y a toutes sortes de choses. J'ai mis en exemple le duvet de coton parce que des pâtes à dissoudre, il y a à peu près 1 million de tonnes qui se fait avec du coton. Puis la raison, c'est presque de la cellulose pure. C'est pour ça que c'est une matière qui est utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? On a des forêts, ça dépend si vous êtes dans l'Outaouais ou au Saguenay. C'est que les résineux, c'est pas la matière qui va être recherchée pour faire de la biochimie, c'est-à-dire faire des produits biochimiques ou des biocarburants à partir des sucres dérivés de la cellulose puis de la hémicellulose. Les feuillus puis les plantes annuelles vont être la matière recherchée. Puis je le sais, on le voit parce que les divers brevets qui sont regardés. Maintenant, si on va vers la thermochimie, là, ce qu'on cherche, c'est la valeur calorifique. C'est une base anide. Quand on regarde les copeaux de bois, l'écorce, la suire, la paille, les cultures énergétiques, les résidus solides municipaux, parce que c'est une matière première, c'est beaucoup plus près, là, parce que le ratio carbone, hydrogène, oxygène est assez similaire. Il y a des composantes dans ça. Par exemple, la lignine a très peu d'oxygène, très haute valeur calorifique. Mais la teneur en humidité est importante parce que dans le procédé, il faut amener la matière à 6 d'humidité et moins. Donc, plus tu as d'humidité, donc tu as plus de séchage à faire. Et il y a une notion de volume apparent. Tout ce qui est, par exemple, paille, culture énergétique, c'est beaucoup plus bulky, bouffant, alors que le bois est plus dense. Donc, en densité énergétique, en bout de ligne, c'est que le bois est une source intéressante, peut-être plus qu'en thermochimie, plus que les cultures énergétiques ou la paille. Les résidus municipaux restent très avec une bonne source parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les résidus municipaux. Donc, dans la thermochimie, c'est quelque chose qui s'apprête plus à nous autres. En plus, si on a une variété d'espèces, que ce soit du feuillu ou du résineux ou autre, donc on peut marier ça. Il y a une autre dynamique qu'il faut, c'est que ça prend une dimension spécifique de la matière première qu'on rentre dans le procédé. Maintenant, c'est juste pour donner une idée, je parlais sur l'industrie au stade de l'enfance, c'est le nombre d'entreprises qui gravitent d'un biocarburant avancé en Amérique. Il y a 181 entreprises actuellement. Il y en a 132 qui font des biocarburants avancés à partir de lipides, c'est-à-dire surtout des huiles résiduelles de restaurants, les huiles végétales résiduelles, et des gras et divers gras. Mais quand on regarde maintenant, il y en a 48 qui travaillent sur des projets de soit des thermochimies ou de biochimie avec les sucres. Bon, il y a un nombre d'entreprises qui travaillent avec des résidus agricoles, culture énergétique, déchets solides, canne à sucre, biomasse forestière. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs matières premières qui sont regardées. Puis, de toute façon, tous les joueurs qui sont là-dedans actuellement, ils cherchent une matière première qui ne coûte pas cher. Maintenant, il y a une autre problématique, c'est que pour pouvoir, si vous voulez vendre des biocarburants sur le marché américain, vous pouvez le vendre et pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle les aériennes, parce que on peut, à chaque fois qu'on fait un gallon de biocarburant, si on le vendait sur le marché américain, on est accessible vous recevez un aérienne, puis l'entreprise qui produit du pétrole qui est obligée de faire des mélanges avec l'éthanol, si elle n'a pas besoin, elle ne rencontre pas les objectifs qu'on lui a soumis, elle est obligée d'acheter l'aérienne. Donc, il y a un commerce. Et pour pouvoir accéder aux aériennes, ça prend des cultures résidus agricoles, des plantations, des chats animaux, des algues, des chats de cours séparés. La seule place qu'on peut prendre, nous autres, on ne peut pas prendre de copeaux de bois pour l'instant, c'est des résidus de récolte, de désastres naturels ou des arbres malades. Donc, on a actuellement une problématique. Une entreprise voudrait installer une usine ici. Pour avoir accès au RIN, elle ne peut pas prendre ses copeaux. Il faut qu'elle aille vers trouver des résidus, par exemple des résidus en forêt, ou s'il y a, je ne sais pas, un secteur qui est endommagé par la tordeuse des bourgeons d'épinette, des choses, c'est un des éléments de problématique. Maintenant, c'est ma dernière slide. C'est quoi les pistes d'avenir? Quand je regarde tout ça, les produits du bois, pour moi, c'est le meilleur secteur parce qu'on part directement de la forêt. Nos essences ont des bonnes propriétés structurales. Il y a une croissance naturelle du marché américain qui est là. Puis en plus, il y a la notion de market push. Ce que je veux dire par market push, c'est qu'il y a tout ce que c'est qu'au bois à faire, tout ce qu'on a mis en place pour faire la promotion de l'utilisation du bois dans la construction aux étages, c'est avoir une consommation additionnelle. Puis ça implique aussi un développement d'un marché domestique encore plus avant. Donc, c'est un secteur qui est intéressant pour le futur. Le problème qu'on a, c'est on a besoin d'investissement pour moderniser la première transformation. C'est critique. C'est critique, puis c'est probablement le meilleur secteur. Et puis, on a besoin d'aller de l'avant parce que plus qu'on retarde, plus que c'est difficile.
Quand on parle de pâte et papier, bon, il ne faut pas de miracle, la demande chute, puis on a des usines qui sont dans des produits qui sont en déclin. Sauf que j'ai travaillé beaucoup, on travaille à l'extérieur aussi pour définir qu'est-ce qu'on peut faire avec une usine. Il est toujours possible de valoriser une usine. Quand on regarde, il y a dans l'intérieur d'une usine, il y a une usine dans son ensemble. Elle a diverses dimensions. Il y a des ateliers de préparation de bois. Il y a un atelier de mise en pâte ou un atelier de recyclage de vieux papier. Il y a une machine à papier. Il y a un îlot énergétique. Il y a des entrepôts. Il y a un système de traitement d'eau. Il y a un système de traitement des effluents. Tous ces actifs sont là. Évidemment, l'usine date de 1920. Il y a des risques. Il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Si tu peux trouver des solutions qui utilisent tous ces actifs-là, tant mieux. Si on peut en utiliser 80, c'est encore bon. 50 c'est encore bon. C'est des choses qu'il faut regarder. Mais la première des choses, à un moment donné, c'est de regarder ça et essayer d'avoir une image où on peut s'orienter. C'est ce qu'on fait toujours avec des clients. Puis la conversion d'usine, on parlait d'une usine tantôt. Il y en a eu plusieurs usines en Amérique du Nord qui ont été transformées vers d'autres choses. C'est pas unique. Là. Dans le carton, il y en a déjà 7-8. Il y en a déjà 2 qui ont été convertis vers du tissu. Il y en a plein qui ont été dans le papier graphique, qui sont convertis, ils ont fermé les machines, ils ont gardé l'atelier de pâte pour faire des pâtes à bout. C'est pas juste au Québec qu'il y a une problématique. En Europe, actuellement, il y a des conversions. Puis on travaille sur un projet en Asie pour faire un peu la même dynamique. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est difficile de développer une vision, ça devient du cas par cas, usine par usine. Biomatériaux, pour moi, j'ai un attrait particulièrement pour ça. Parce qu'actuellement, il y a une tendance, on fabrique des pâtes commerciales, des pâtes craft, résineux, on a des pâtes chimico-thermomécaniques, mais actuellement, il y a des efforts pour développer les propriétés de ces pâtes-là vers d'autres dimensions. Vous connaissez la cellulose filamentée qui est actuellement en pilote à Trois-Rivières. Pourquoi c'est intéressant, la cellulose filamentée, puis c'est intéressant pour ici? C'est un projet qui permet d'améliorer les propriétés de certaines matières. Si vous pensez, tantôt, on parlait des cartons à grammage léger, c'est un challenge, j'arrive à des grammages légers. Si je pouvais amener une matière qui donne encore des propriétés de force, qui me permettent encore de réduire les grammages en me donnant les mêmes propriétés de force des boîtes, donc il y a quelque chose de gagnant. Mais cette technologie-là, c'est du raffinage. Ça prend des raffinages, c'est pas ça qui manque au Québec actuellement. Mais le point, c'est qu'on applique, pour produire cette pâte-là, on applique à 8 à 9 000 kWh par tonne. On a de l'énergie électrique au Québec qui est bon marché comparativement à d'autres régions. Donc, s'il y a quelque chose à faire dans les pâtes pour développer des biomatériaux, c'est un secteur intéressant. On travaille avec de la nanocellulose cristalline à Windsor. C'est une usine pilote à qui il y a eu des difficultés. Là-dessus, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de quels vont être les facteurs de localisation de cette technologie-là une fois qu'elle va être rendue à l'échelle commerciale. Est-ce que ça va être le Québec? Parce que c'est un traitement chimique à partir d'acide sur la pâte. Donc, ça peut aller à divers endroits. C'est le facteur de localisation. C'est pour ça que le facteur de localisation de la cellulose filamentée peut être au Québec, parce qu'on a des raffineurs, parce qu'on a de l'énergie électrique, l'autre, je ne sais pas. Mais actuellement, il y a d'autres projets qui sont en cours pour développer d'autres propriétés, des bouffants, des pâtes encore plus. Parce que quand je parlais des produits où on requiert du bouffant, de l'absorption, tantôt, par exemple, des produits d'incontinence, bon, c'est des choses qu'on peut développer. Produits de composites, plein de choses qui peuvent être faites. Actuellement, c'est Sodra en Finlande qui ont développé ce qu'ils appellent, sont encore en développement, mais Durapod. Durapod, c'est des pâtes crèves de résidus. Puis actuellement, leur projet, c'est de marier ça avec des biopolymères, c'est-à-dire c'est de l'acide lactique qui est dérivé de matière organique, ou qui marie, puis il y a un bonding qui se fait dans la fibre, puis ça permet de donner des formes aux produits pour mouler, c'est-à-dire quand vous parlez de l'industrie automobile où tu as besoin de formes. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites dans le biomatériau. Je ne sais pas toutes les solutions, mais c'est peut-être aussi, dans certains cas, des marchés de niche, mais qui sont intéressants. La thermochimie, évidemment, c'est plus intéressant pour nous autres que la biochimie à cause du type de matériel qu'on a disponible ici. Puis la biochimie, possiblement, pourrait être quelque chose dans l'Outaouais. Il y a des contacts. Actuellement, il y a des contacts, puisque je parlais des aériennes, du Renewable Fuel Standard. Le problème avec la thermochimie et biochimie, quand on parle de biocarburants, ils sont en compétition contre les pétrolières, avec les grosses raffineries. Donc, on cherche des économies d'échelle. Tous les projets que j'ai vus actuellement qui allaient vers les biocarburants, on cherche des productions de 150 à 180 millions de litres. On parle d'approvisionnement de 500 à 600 000 tonnes annuelles de fibres. Donc, c'est des méga projets qui s'en vont vers les milliards à peu près en investissement. Donc, quand vous pensez à des projets comme ça prend un approvisionnement qui est assez stable.
Donc, c'est une industrie au stade de l'enfant. Je vais montrer le nombre d'entreprises qui étaient là. La thermochimie va être moins intensive en énergie, mais ça fait partie de la dynamique là-dessus. Pour moi, la thermochimie, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont venir. Biochimie, il y a des choses qui vont se faire, mais à mon point de vue, ce que je vois actuellement, c'est au lieu de penser biocarburant à grande échelle, d'aller vers des unités plus petites, de viser ce qu'on appelle des produits chimiques de spécialité. Il y a certains produits qui peuvent être d'intérêt. Actuellement, il y a des choses qui se font. Mais à ce moment-là, ça peut être des plus petites échelles, localisées par exemple peut-être avec les feuillus d'Ottawa, des choses comme ça. Bioénergie, bon, c'est un secteur qui consomme du bois, mais le problème au Québec, quand on parle de cogénération, les prix d'énergie électrique au Québec qui sont bas. En bioénergie, il y a des économies d'échelle. On a travaillé sur des projets de 10 MW qui coûtent 80 millions. On va aller de 30 MW, on est à 120. Puis on travaille sur un projet au Brésil actuellement de 150 MW à partir de plantations d'eucalyptus énergétiques, où on est à peu près à 300 millions, ou à peu près 400 millions. Ce qui fait à peu près, on passe d'un projet, à un moment donné, à 8 millions de dollars du mégawatt, à 4, à 2,5. Donc, il y a des économies d'échelle en production de bioénergie. C'est une dynamique à considérer. Évidemment, il y a une faible valeur ajoutée, par exemple, quand on parle de granules, des choses comme ça, bon, là, on expédie de la matière avec pas beaucoup de marge. Quand on regarde finalement les pistes, je me dis, bon, c'est possible de développer une vision d'avenir, me revenir aux propriétés que vous avez en région, puis qu'est-ce que je peux dériver de ça? C'est quoi les volumes qui peuvent être de bois qui peuvent être disponibles ou disponibilisés avec les résidus qui sont disponibles? Et ça revient à ça. Cette industrie-là est déjà là. Comment je peux l'optimiser? Ça, c'est à venir. Bon, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Puis ça, évidemment, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, sauf qu'on cherche des pistes d'avenir. Ce ne sera sûrement pas d'impasse dans les papiers. Dans le produit du bois, je pense qu'il y a de l'avenir. Après ça, il faut aller vers des bio. Puis souvent, on critique. Je regardais ce matin, on parlait de toute la pression publique sur comment on gère nos forêts ou autres. Sauf que la forêt peut participer aussi à la bioéconomie peut-être qu'on aura besoin de demain, sauf que c'est encore là, c'est incertain. Il n'y a pas de prévision à faire jusqu'à temps que les gouvernements ne développeront pas des politiques communes un peu plus stables pour permettre aux industriels d'investir. Alors, merci. Merci, Daniel. J'ai déplacé la lumière un petit peu, là. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Donc, on est maintenant à la dernière période de questions. Moi, en fait, j'en ai une bien simple comme résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on a encore un espoir? Parce que je suis un peu étourdi, là, je vais t'avouer, là, avec tout ce qu'on vient de voir. Mais avec le type de forêt qu'on a, on a surtout tablé sur la forêt naturelle et même la régénération naturelle. Oui, on a quelques plantations, mais sûrement pas à la même échelle qu'en Chine ou à d'autres endroits. On a beaucoup tablé sur les conifères, les pinèdes noires, on a un peu de feuillus, mais quand même, quand on regarde le portrait d'ensemble, est-ce qu'un entrepreneur pourrait développer quelque chose? Bon, je pense que, je l'ai dit, l'industrie du sillage est là, elle va rester là. La seule chose qu'il faut qu'elle soit plus compétitive. Dans l'industrie, on regarde les résultats. Pour moi, les résultats, quand tu regardes les secteurs industriels, on regarde les performances financières des acteurs. Si tu regardes tes acteurs, puis, je veux dire, leur performance financière n'est pas là. Donc, je veux dire, il y a une problématique de fond parce que ça empêche d'investir. C'est une résultante, tout ça. Donc, à un moment donné, il faut que tu remontes en amont pour voir où est le problème. La forêt est là, puis moi, je jasais avec un copain un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai commencé dans la région aussi il y a 40 ans. Puis je sais qu'on récoltait à l'époque. Moi, aujourd'hui, bon, c'est amélioré. On discutait de ça, juste la façon qu'on opère. La forêt est bien gérée, à mon point de vue. J'ai vu des forêts ailleurs, j'ai vu des choses pires ailleurs, j'ai vu des choses bien faites aussi. Mais c'est le point de départ maintenant. Maintenant, le sillage, pour moi, c'est un secteur d'avenir parce qu'il y a une demande qui est là. On développe un marché. Pour moi, c'est toujours le marché. Oubliez le marché est toujours à l'étranger. Okay? Si tu n'as pas de marché domestique pour un produit, là, tu ne seras jamais gagnant. Si tu veux pas faire un marché ici pour l'exporter à 90 % je parle hors du marché nord-américain.
les risques sont bien trop élevés, à moins d'avoir quelque chose de vraiment unique. Ce qui fait le siège, pour moi, c'est là, sauf que c'est la dynamique. Qu'est-ce qui fait qu'on n'investit pas? À un moment donné, il faut se poser la question, puis y trouver des réponses. On connaît des pistes. On a un régime forestier, on a des entreprises qui ont certaines difficultés, il y a des gros joueurs et des petits joueurs. Bon, à un moment donné, il y a la réponse à la question est là-dedans. Tu sais. Une fois que tu as résolu ça, le siège, parce que s'il n'est pas performant, puis l'autre dynamique, c'est les revenus de résidus, copeaux. On connaît la problématique des revenus de copeaux. Qu'est-ce que je peux faire avec les copeaux? Mais ça demande une réflexion aussi. C'est quoi que j'ai comme caractéristique? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu t'assoies, puis tu réfléchisses, puis tu regardes les pistes. Puis moi, je ne sais pas s'il se fait une réflexion là-dessus, mais tu ne peux pas venir me voir demain matin et me demander c'était quoi ta solution. Peut-être que j'ai certaines idées, mais tout ça s'analyse. Puis tu regardes comment l'évolution. Puis je peux te dire, moi, j'ai été, au cours des 2-3 dernières années, approché par des entreprises étrangères pour sauver des approvisionnements ici. J'ai des gens qui venaient pour 1 million de mètres cubes. OK? Bon, à ce moment-là, je me rappelle, même il y a plusieurs années, pour des pellettes, parce qu'ils venaient ici, parce qu'on va avoir un approvisionnement sur les terres publiques garanti. Okay? Puis, ça, dans ce cas-là, c'est un Américain. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que là, je parle des acteurs que je viens de mentionner, il y en a qui n'ont pas pu venir à cause des rennes, parce que ça prenait des bois de plantation, parce qu'ils cherchaient cette dynamique-là, et parce qu'ils m'avaient demandé de regarder Québec ou l'Ontario. Bon, là, ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas qualifier les bois ici dans ce qu'ils voulaient faire. Sauf qu'il y a des acteurs intéressés. Puis ce n'est pas des petites entreprises. Là, quand tu parles des compagnies de produits chimiques, c'est des acteurs, c'est des multinationales. Ils ont les capacités d'investir. Puis il y a des entreprises qui ne sont pas avec des bilans négatifs. Ce qui veut dire, bon, les réponses sont un peu là. C'est qu'il peut y avoir des acteurs, mais c'est comme si régionalement, gouvernementalement, si vous demandez à une entreprise d'avoir une vision d'avenir, elle va penser à ses actifs, elle ne pensera pas à ceux du voisin. Si vous pensez à une entreprise qui a des actifs au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans le Sud, il faut qu'elle pense où c'est le mieux pour elle d'aller, c'est quoi qui est le mieux pour elle. Si tu penses à un gouvernement, c'est autre chose. Si vous pensez aux organismes régionaux aussi, comme tu viens de mentionner, qu'est-ce qui est bon pour le Saguenay, c'est autre chose. Mais vous avez une forêt de résineux qui est bonne pour le siège. Vous avez des bons copeaux d'épinasse noire. Okay? Ouais, c'est toujours la même dynamique. Vous me demandez mon avis, vous allez avoir une autre réponse, mais pour moi, ma vision, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. On va prendre une première question au micro de droite. Merci, Daniel. Catherine Thibault, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je veux penser un petit peu en dehors de la boîte. Vous nous avez présenté une multiple de débouchés de produits forestiers à travers sur les marchés mondiaux, selon une logique d'économie qui est linéaire, celle que l'on connaît. Alors qu'on sait qu'en Europe, il y a des projets de loi en ce moment qui commencent à évaluer une approche vers une économie circulaire, où l'entreprise est responsable du produit qu'elle génère selon l'ensemble de son cycle de vie. Est-ce que vous pensez que l'application d'une économie circulaire, c'est quelque chose qui pourrait donner un bon coup de main à l'industrie forestière? Est-ce que c'est envisageable? Un coup de main, je ne sais pas, mais je peux te dire une chose. Un secteur industriel a besoin n'importe quel a besoin de stabilité. Si tu ramènes encore, je veux dire, c'est parce qu'on parle de normes. La problématique dans la bioéconomie actuellement, c'est des règlements qui changent tout le temps. Ils changent trop souvent. Puis à un moment donné, si tu es capable de circonscrire quelque chose qui donne une image claire, une entreprise qui donne des pistes pour aller, puis qui n'est pas quelque chose qui va changer demain matin, c'est sûr que ça peut aider. Okay? Moi aussi, ici, c'est sûr qu'il y a une dynamique mondiale on parlait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les forêts, qui est nécessairement linéaire, mais c'est les économies d'échelle. Okay? Actuellement, il y a une usine en construction sur l'île de Sumatra, en Indonésie, 2 millions de tonnes. Au Brésil, c'est 1,5 million de tonnes. C'est clair qu'on ne peut pas emmener ce type d'usine-là ici aujourd'hui, avec le type de forêt qu'on a. Bon, c'est tout. Est-ce que c'est possible d'avoir des échelles plus petites, d'avoir des modèles d'affaires qui vont vers des échelles plus petites? À mon point de vue, ce serait de meilleures réponses à notre dynamique. Puis ça, ce serait. Mais pour ça, il faut possiblement aller vers des produits spécialisés. J'en ai un autre exemple. On a plusieurs régions. Quand on parle tout à l'heure des biocarburants, on parle de fermenter des sucres en première étape, c'est-à-dire par des enzymes. Puis en deuxième étape, on fermente les sucres pour aller vers toutes sortes de produits. Bon, il y a une règle encore du gouvernement américain qui bloque, c'est que pour être éligible, il faut que le promoteur soit responsable de toute la chaîne jusqu'au produit fini. Donc, c'est une autre limite. Ici, si on pensait, parce qu'on ne peut pas avoir des mêmes économies d'échelle, je pourrais peut-être avoir 3 ou 4
usines de sucre dans diverses régions, puis concentrer les sucres dans un autre endroit où je fermente les sucres pour en faire divers produits. Ce serait un autre modèle. OK? En autant qu'il pourrait possiblement être rentable, peut-être les spécialiser en fonction des espèces qu'on a. Puis, mais à ce moment-là, il faut que, par exemple, que l'environnement d'affaires soit permissible à ce genre de choses-là, mais ça en est des options. Merci. Thomas Morissette, ministère des Forêts, Faune et Parcs. M. Rouleau, dans votre présentation, il y a deux éléments que j'ai retenus et qui semblent interreliés peut-être l'un à l'autre. Notamment, on dit que 7,8 % de la superficie plantée mondialement pourrait supporter le 2 tiers de la production mondiale de bois et d'un. De bois industriel. De bois industriel, ouais. OK. Et aussi, on dit aussi qu'au niveau des forêts naturelles, on parle de services écosystémiques. Ouais. Est-ce que ces choses-là, ce sont des tendances lourdes, puis est-ce qu'on devrait en prendre compte dans l'établissement d'une vision future? Merci. Oui, évidemment, je pense que oui. Okay? D'ailleurs, je pense que la façon la façon qu'on récolte nos forêts au Québec, la façon qu'on les aménage, c'est fait en fonction d'un rendement durable, c'est fait en fonction de pérennité. On ne dégrade pas des sols, on fait pas... Ce que je veux dire par là, c'est que on a déjà un service écosystémique. C'est très présent. Comment on peut valoriser ça? C'est l'autre partie de l'équation. Il y a des régions dans le monde où il y a eu des amorces de fait avec certains programmes, les programmes READ. Mais encore là, c'est toujours un peu à l'enfance. Okay? C'est toujours fonction de... C'est parce qu'on parlait de ce matin d'arbitraire où j'ai hâte de voir ce qui va sortir du sommet de Paris, mais je ne veux pas rêver en couleur non plus. Mais il reste qu'il y a une espèce de tendance qui semble s'installer parce qu'il y a des problèmes sérieux sur la planète à régler. On peut être d'avis, on en parler souvent, mais c'est un peu ça qui va faire la promotion de solutions pour régler ces problèmes-là. Puis ça s'intègre là-dedans. Si on veut réduire vraiment le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, c'est clair que ce n'est pas ce qui est prévu dans le modèle d'énergie de l'Agence internationale d'énergie qui va solutionner ça. Ça va prendre beaucoup plus. Comment rapidement que ça peut se faire, je ne sais pas. Je sais une chose, par exemple, on vient d'avoir des élections. Il y a eu des mouvances. Des fois, des mouvances, ça part. Est-ce que mondialement, il est possible d'avoir des mouvances à des problématiques comme ça? Peut-être possible, c'est fonction des gouvernements, c'est fonction des leaders mondiaux. Puis aujourd'hui, on sent que ce n'est pas juste les gouvernements, c'est que les industries y participent aussi, parce qu'eux aussi sont à risque dans ces problématiques-là, en fonction des investissements qu'ils ont, puis en fonction de leurs projets d'avenir aussi. On va prendre une dernière question. Bonjour, mon nom est Valère Boivin, propriétaire forestier. Je voudrais savoir, pour l'industrie, le prix de la fibre occupe quel pourcentage dans leurs dépenses? Ça dépend du produit. À peu près. Ah, mon Dieu. Je ne vais pas regarder rapidement. Dans le sillage, c'est très élevé, OK? Parce que sauf que tu as récupération des beaux produits. Mais maintenant, c'est parce que dans... Je vais donner, si tu fais du papier journal actuellement, des fibres secondaires, c'est 50 okay? 50 Avec des pâtes mécaniques, c'est parce que tu as le coût d'énergie et le coût du bois. C'est parce que le coût d'énergie, ça va varier selon les régions aussi. Mais actuellement, c'est une dynamique. C'est toute la production de papier journal est revenue avec des pâtes mécaniques en Amérique, puis en Scandinavie aussi. Mais ça varie. C'est un procédé craft. Un procédé craft, c'est très élevé parce que tu as, comme à Saint-Félicien, parce que ça peut aller presque de 50 aussi, parce que le bois, c'est à 50 et 48 de rendement. Dans le papier journal, c'est parce qu'il faudrait que je revoie mes calculs sur le bois, puis l'énergie, qui est les deux grosses sources. Mais l'énergie, ça peut aller facilement à 150 la tonne, juste pour l'énergie électrique. On applique à 2500 kW, 3000 kWh par tonne à 5 cents. C'est facile à calculer. C'est 150 pièces. Okay. Merci. Gérard veut la question de la fin. Vas-y, mon Gérard. Disons que ça va un peu dans le même sens que Daniel tout à l'heure. Quand je regarde ça, avec ce que tu as présenté, les plantations, puis etc., qui vont fournir une grosse partie de la matière ligneuse, nous, dans la région, on est très résineux. Donc, déjà là, notre cadre est moins grand ou le corridor est moins large.
Ensuite, si on regarde papier journal, donc ça diminue très vite. Les papiers d'impression diminuent un peu moins vite. Nous, on peut dire dans la région, on n'a pas de papier journal, on a juste du papier d'impression. Mais le papier impression à base de pâte mécanique est plus touché que les pâtes chimiques. Donc là, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Ouais. OK? Mais on reste avec un produit résineux puis des copeaux résineuses. Ouais. Puis tu as parlé de valorisation des actifs, puis tu as dit en bas de 1900, je ne sais plus trop si c'était 26 ou 20, de valorisation d'actifs en place. Ouais. Donc, c'est plus difficile quand l'usine est très âgée. Oui, c'est sûr. C'est parce que si tu me demandes, est-ce qu'on peut trouver une vocation à toutes les usines qui sont susceptibles de fermer? La réponse est non. Exact. Sauf qu'il y en a que je connais on pourrait faire des choses. Okay? Mais c'est fonction des produits où ils sont. Mais c'est toujours la même chose. Tu regardes, c'est des usines où il y a tellement intensif en capital. Aujourd'hui, si tu pourrais remplacer ça, ce qui veut dire, si j'ai besoin de faire beaucoup de changements, tu sais, on parle le projet qui est annoncé à Trois-Rivières, il est annoncé à 250 millions. Sauf qu'il y en a qui ont fait des conversions à 40 millions. Okay? C'est quoi la différence? Ils disent qu'ils font les mêmes produits, mais le produit qui va sortir du projet à 250 millions, premièrement, la capacité va être plus élevée avec le 250 millions, la qualité du produit va être top one aussi. Puis on a des usines qui n'ont pas nécessairement une grosse capacité. On pense 150 000 tonnes, 120 000 tonnes, 350 000 tonnes. Donc, on en arrive à des produits qui peuvent être plus de niche, entre guillemets. Oui, mais ça, c'est encore là, c'est le problème quand on parle de produits de niche d'un papier. Il y a tout un groupe de papiers qu'on appelle des produits de spécialité. Okay? C'est à peu près, en Amérique, c'est 2,5-3 millions de tonnes. Parce que tous ces produits-là, ils se font sur des machines de 5, 10, 15, 20 000 tonnes. Okay? J'ai travaillé sur un projet de relance à un moment donné ici au Québec, justement, avec qui impliquait le syndicat, qui impliquait le propriétaire de l'usine. On a demandé de trouver des vocations pour les petites machines. Okay? Parce qu'il y avait des petites machines qui avaient été fermées. On avait trouvé pour une machine, puis on avait un atelier craft pas loin, mais il fallait pour produire, mais c'est une machine de 75 000 tonnes, qui avait été faite pour faire des grammages légers dans sa conception originale. Mais pour remplir la machine, là, ça prenait, on avait à peu près 7-8 produits ça faisait des changements souvent de grade de produits. Mais l'entrepreneur était intéressé, sauf que il y a eu une incompréhension, si tu veux, parce qu'une partie voulait faire quelque chose ailleurs, un autre endroit, finalement, c'est mort. Mais ça aurait pu possiblement être fait, mais c'est de la valorisation. Quand on parle de spécialité, c'est parce qu'il faut tourner vers les pâtes craft. Avec des pâtes mécaniques, il n'y a pas beaucoup de produits de spécialité qui se font avec des pâtes mécaniques. Donc, j'ai retenu aussi, dans ta première diapositive, la caractéristique de la fibre. Donc, on est épinette et sapin. Et le sapin semble aussi poser une certaine problématique. C'en est une, ça en a toujours été une, parce que je parle des propriétés morphologiques. Il y a les propriétés morphologiques, puis il y a aussi la densité qui est un autre facteur qui joue. Parce que tu veux, plus que tu as de densité, quand tu produis une tonne, plus que tu as de fibre dense, c'est meilleur c'est. Mais c'est clair que le sapin, avant, on en parlait moins. Il y avait des régions, sauf qu'aujourd'hui, quand tu as un surplus, là, tu es un peu plus sélectif dans ce que tu achètes. C'est ce qui se produit. OK, merci. Ouais, c'est bien. Merci, Gérard. Puis la prochaine fois, fais pas ça pour nous dire une question courte. De toute façon, je ne te croyais pas. Daniel, là, ça nous fait plaisir, au nom de l'Association forestière, de te remettre un petit présent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, on en est maintenant rendu à la conclusion. Donc, je me lance. On a beaucoup parlé de défis et de biodiversité dans ce congrès. Mon défi est de trouver le fil directeur entre les conférences qui ont touché à un large éventail de sujets. Même si l'adjectif « incertain » a été utilisé souvent dans le titre des conférences et le contenu, ce n'est pas le mot que je retiens. Si je devais identifier deux mots-clés pour tenter d'établir ce fil directeur, conducteur, je choisirais optimisme et réalisme. Optimisme pour la forêt dans le monde. M. Arnould nous a montré plusieurs exemples français où la forêt avait été mise à mal à différentes époques, pour différentes raisons, mais où la forêt est revenue en force et rend toujours des services écologiques importants tout en permettant la satisfaction de certains besoins humains. Il a résumé cela avec ces 3 pros appliqués à la forêt. Produisons, protégeons, promenons-nous. Je ne me trompe pas, M. Arnould, c'est bien ça? Quelle belle formule pour nous rappeler que le bois est beaucoup plus qu'une seule variable matérielle.
Optimisme aussi pour la biodiversité dans le monde et particulièrement en forêt boréale. André Desrochers nous a affirmé que la crise de la biodiversité en forêt boréale relève plus du mythe que de la réalité, que les espèces préoccupantes sont plus rares que les non préoccupantes. Sans être complaisant, il nous invite à ne pas sombrer dans le catastrophisme, un autre mot-clé. Pas plus pour la griffe de Bicknell que pour le caribou forestier d'ailleurs. Optimisme aussi pour l'acceptabilité sociale en forêt publique. Éric Alvarez pense que cela doit se discuter avant tout à l'échelle locale, avant l'échelle globale. Il nous a entretenu du passé et des leçons que nous pouvons en tirer. Non pas pour les répéter intégralement, mais pour aider à anticiper les défis à venir. Soyons réalistes, cependant, l'histoire a une sérieuse tendance à se répéter. Chasser le naturel et il revient au galop. Il nous a parlé de super planification optimisée. Il y a aussi des nouveautés, comme l'aménagement écosystémique, mais difficile à voir comme solution d'avenir pour l'acceptabilité sociale, si j'ai bien compris ce qu'Éric nous a entretenu. Ce qui semble dire, comptons beaucoup plus sur l'appui des communautés locales, ce qui est intéressant pour une région comme la nôtre. Optimisme pour la situation mondiale de l'industrie forestière. M. Daniel Renaud nous a dit que la demande en produits du bois ne cesse d'augmenter. Cependant, réalisme. Réalisme car cette augmentation de la demande concerne beaucoup plus les pays émergents que des pays comme le nôtre. Optimisme également et réalisme pour les nouveaux produits. Les nouveaux produits exigent du bois que nous n'avons peut-être pas, du moins en termes de conditions à remplir pour fournir ces nouveaux produits-là. Par contre, il vient de nous le dire et dans plusieurs réponses aux questions, il y a probablement moyen de tirer encore notre épingle du jeu à certains endroits. Il va falloir à ce moment-là utiliser quand même notre imagination tout en utilisant certains éléments que nous avons en notre possession. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs signaux qui nous disent qu'il y a espoir au Québec, qu'il y a espoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la forêt, pour le maintien de la biodiversité, pour l'utilisation de cette forêt-là pour satisfaire des besoins humains, donc faire des produits. Et à terminer avec l'expérience de Kruger à Trois-Rivières, je pense que c'était un bon indicateur de cet espoir. En conclusion, j'ai compris que ce sont les valeurs que nous allons nous donner comme communauté qui vont assurer la pérennité de nos forêts, ainsi que sa biodiversité. Quelques-unes de ces valeurs-là, écoute, dialogue, créativité, optimisme. A contrario, catastrophisme. Ne nous laissons pas aller au catastrophisme. Produisons, protégeons et promenons-nous. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Madame la directrice générale de l'Association forestière, Diane Bouchard. C'est la période des merci. Et mon premier merci va à notre animateur qui, peut-être, a regretté cette semaine de faire partie de mes amis. Daniel, pour avoir à pied levé, je suis sûre que Luc aura entendu aujourd'hui tes interventions, aurait été fier, il a dit oui, tu as relevé le défi. Merci beaucoup, c'est fort apprécié. Parce que c'est ça, sans toi, j'aurais peut-être été obligée aussi d'animer le congrès, puis ça aurait été compliqué. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à nos conférenciers, conférences intéressantes, qu'on est rendu à 4 heures de l'après-midi. C'est sûr que la température dehors ne vous concurrence pas, là, mais qu'on a encore tous les gens ici assis dans la salle et qui vous écoutent, ça montre votre performance. Merci à vous quatre, ce fut fort intéressant et j'espère que les gens ici là, vont apporter les réflexions que vous nous avez expédiées chez eux, là, puis on va ruminer à ce qu'on peut faire. Et conclusion du congrès, c'est oui, s'investir pour l'avenir. On en a parlé, hein, le père de M. Savard s'est investi pour l'avenir de ses enfants et ça a réussi. Bien, c'est à notre tour, OK? Investissons-nous, puis oui, c'est vrai, là, il y a du positif à faire de notre forêt. Pour terminer, je vous remercie de votre fidélité au congrès de l'Association forestière, malgré ces périodes plutôt difficiles où est-ce qu'on a moins d'argent d'incorporation dans les ministères et tout ça. Merci encore et bonne fin de journée.